Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis effectivement la présidente d'un petit collectif Cancer Rose qui défend l'information loyale, neutre et plutôt sereine des femmes en matière de dépistage du cancer du sein, en tout cas le plus basé sur les dernières sorties scientifiques du moment. Donc, je vous parle de la décision médicale partagée dans le dépistage mammographique pour savoir si elle est possible en France et effectivement faire une revue internationale, voir un petit peu dans d'autres pays commencer. Alors, on fait un petit bond en arrière. Et on se remémore de l'alerte de la Cochrane qui est un collectif de chercheurs indépendants nordiques et qui a mis sur la place publique les effets adverses et les effets indésirables du dépistage, puisque quand les campagnes ont été faites dans les pays, il était communément admis que ce dépistage était salvateur et qu'il ne comportait aucun risque pour les femmes. Or, on s'est aperçu dans les années entre 1980 et 2000 que le parc mammographique a été multiplié par 8 en France et dans le même temps, l'incidence du cancer a été multipliée par 2, tout ça pour une mortalité globale finalement inchangée. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est la Cochrane qui l'a expliqué, l'a mise à jour. C'est un invité surprise qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire à cause des dépistages, donc c'est inhérent à tous les dépistages, c'est la découverte de lésions, de maladies qui n'auraient jamais impacté les personnes saines. Je vais y revenir. Les autres avanies, c'est les fausses alertes, c'est-à-dire la suspicion d'un cancer qui finalement ne se confirme pas, mais après beaucoup d'autres examens et des biopsies et au prix d'un stress et d'une angoisse pour les femmes très importante. Tout ça dans le cadre d'une non-diminution significative de la mortalité. Alors le surdiagnostic, donc un petit rappel, c'est le diagnostic histologique, donc sous le microscope, d'une maladie, soi-disant, qui, si ce diagnostic était resté méconnu, n'aurait jamais entraîné d'inconvénients pour la santé et la vie de la femme pendant toute son existence. C'est une réalité comptable. Elle est irréfutable. Ce sont des études épidémiologiques comparatives randomisées, des études observationnelles qui le mettent en évidence, les études d'autopsie aussi. Il est chiffré à au moins 20% pour le dépistage du cancer du sein, mais les études les plus modernes le chiffrent entre 30 et 50%, ce qui veut dire concrètement qu'un cancer sur 2 détectés, voire sur 3 détectés, voire sur 2 détectés, serait donc un diagnostic inutile. Alors pourquoi il faut bien connaître et bien comprendre l'enjeu du surdiagnostic? Parce que le surdiagnostic, son corollaire, c'est le surtraitement. Le surtraitement, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation physique pour les femmes du surdiagnostic. Comment le surdiagnostic peut gâcher des années de vie? Alors, il y a 3 petits scénarios qu'on va voir rapidement. Donc, on a ici une femme de 52 ans qui est porteuse d'un petit carcinome in situ ou d'un carcinome invasif de bas grade. Elle ne fait pas de dépistage. Elle va mourir avec son cancer, mais pas à cause de son cancer. Elle peut décéder à 85 ans d'autre chose, d'un infarctus. Elle aura vécu sereinement sans avoir la vie gâchée par ça. Le scénario numéro 2, elle se fait dépister à 54 ans, son cancer va être traité et cette femme va être perpétuellement inquiète et estampillée de cancéreuse parce qu'elle va être contrôlée tous les ans. Elle peut avoir des effets secondaires du traitement, elle peut décéder à 85 ans de tout à fait autre chose, mais elle aura vécu 31 ans avec des préjudices physiques et psychologiques. Le troisième scénario est beaucoup moins sympa encore, c'est les effets secondaires des traitements qui impactent de façon plus importante. La personne peut faire une complication thromboembolique, une coronarite radique et décéder prématurément à 70 ans d'une insuffisance cardiaque. Donc là, à cause du dépistage et à cause d'un surdiagnostic, la vie est raccourcie. Ça sera moins 15 ans. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important à bien comprendre l'importance que ça a. Donc l'idée de la Cochrane, qui est donc une bonne idée, parce que et ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, ils ont un peu mouliné tous les résultats des essais qui étaient disponibles à l'époque entre les années 80 et 90 sur le dépistage, et ils ont projeté ça sur des populations fictives de 2000 femmes sans dépistage et avec dépistage sur 10 ans pour pouvoir comparer visuellement, pour pouvoir projeter leurs résultats de façon que ça soit didactique, pédagogique et facilement accessible pour des profanes de la médecine, pour qu'ils comprennent de façon visuelle, de façon immédiate, les enjeux, la balance bénéfice-risque de ce procédé. Donc vous voyez à gauche, les points noirs symbolisent les 5 morts par cancer pour des femmes sans dépistage pendant 10 ans, et à droite, donc 4 morts. Donc quand on vous dit
les autorités sanitaires qui vous disent que le dépistage réduit de 20% la mortalité par cancer du sein, vous comprenez intuitivement que ça veut dire qu'il y aurait 20 femmes sur 100 en moins qui mourraient du cancer du sein. Or, il n'en est rien. Le passage de 5 morts ici sur 2000 à 4 morts de l'autre bloc toujours sur 2000, ça constitue 20% de réduction de mortalité. Mais là, avec un visuel, un pictogramme visuel comme ça, vous voyez très bien que dans la vraie vie, ça veut dire un seul décès évité. Et dans le même temps, de façon immédiate, vous avez les surdiagnostics qui sont illustrés par les petits points rouges et les 200 fausses alertes que subissent les femmes. Donc ça, c'est une façon moderne et qu'il faut absolument adopter de présenter les faits, la balance bénéfice-risque aux gens de cette façon-là. Alors rapidement, l'alerte en France, elle avait été donnée par Bernard Junot, qui est un épidémiologiste, déjà en 2003. Il y a eu le travail de la revue indépendante médicale Prescrire en 2006 avec une succession d'articles qui suggéraient, qui démontraient plutôt qu'il n'y avait vraiment pas de preuves évidente d'un bénéfice significatif sur la mortalité de ce dépistage. On sous-estimait les effets néfastes et surtout l'information des femmes est tout à fait insuffisante. Que choisir, qui est donc une association de consommateurs, avait sorti des dossiers aussi. Enfin, citons donc le travail du Formindec, qui est un collectif qui milite pour la formation et l'information en santé qui soit indépendante de l'industrie pharmaceutique, qui a beaucoup travaillé sur les conflits d'intérêts des promoteurs du dépistage et notre modeste collectif qui essaye tous les ans de faire de l'information, de lancer des petites campagnes d'information. Alors, en 2015, il y a eu lieu quelque chose de très intéressant, c'était la concertation citoyenne et scientifique initiée par Madame Marisol Touraine. Et c'était à cette année parce qu'il y a eu énormément d'études qui étaient sorties. La controverse scientifique sur le sujet prenait vraiment beaucoup d'ampleur. Et une étude était sortie, une étude états-unienne sur 16 millions de femmes de Harding, et qui montrait de façon assez nette et effrayante que plus il y a une pénétration dans la population de l'incitation au dépistage, plus on a une explosion de ces de nombreux petits cancers qu'il était certainement préférable d'ignorer, sans réduction de la mortalité et toujours avec un taux désespérément stable des cancers graves que le dépistage ne parvient pas à faire diminuer. Cette concertation, donc il y avait un panel de scientifiques, un panel de citoyennes et un comité de pilotage de personnes sans lien d'intérêt avec le dépistage qui a émis un rapport de la concertation. C'était la 3e évaluation européenne indépendante, européenne donc de dépistage, après celle de la Suisse et du Royaume-Uni. Ces 3 concertations, françaises, suisses et britanniques, demandaient une information complète et équitable, la reconnaissance du surdiagnostic, et 2 de ces concertations demandaient l'arrêt du dépistage, ce qui a été très peu médiatisé en France. Donc l'enquête suisse et l'enquête française demandaient l'arrêt de ce dépistage. Et c'est pourtant à l'Institut national du cancer, qui a été très critiqué pour ses manquements sur l'information, que Mme Marisol Touraine a confié la mission de concevoir des outils d'information, ce qu'il a fait avec un livret et un site où le surdiagnostic est minimisé, il est donné à 10%, alors que c'est un chiffre complètement obsolète. Le surtraitement n'est pas du tout détaillé, aucun support visuel en données réelles, et l'effet sur les surtraitements n'est même pas abordé. Donc les mastectomies, l'explosion de mastectomies auxquelles on assiste n'est pas du tout abordée. Alors pourquoi faudrait-il faire une aide à la décision ? Eh bien, depuis les années 80, on peut dire qu'on n'a pas plus fait de très grandes découvertes en médecine, mais qu'on tente plutôt de faire évoluer les pratiques à ce que ça soit plus profitable pour le patient avec les connaissances que nous avons maintenant en main. Et de là est né le concept de l'EBM, ou Evidence-Based Medicine, c'est-à-dire une médecine factuelle qui est basée sur les preuves. Mais attention, ce n'est pas juste les preuves des données des études scientifiques, c'est un véritable trépied. D'une part, vous avez donc l'expérience externe, c'est-à-dire effectivement les études scientifiques, mais aussi l'expérience interne, ce que nous apprend à nous notre exercice professionnel. Et, chose nouvelle, on inclut dedans les préférences et les valeurs des patients dont il faut tenir compte, même si ces préférences et ces convictions des patients sont à l'inverse des nôtres. Alors, quelques outils d'aide à la décision qui existent déjà. Donc ça, c'est un exemple du Harding Center for Literacy. Donc c'est un collectif aussi de chercheurs, de scientifiques qui ont fait comme ça une bibliothèque de visuels, de pictogrammes visuels sur tous les sujets. C'est pour bien expliquer la balance bénéfice-risque sur la prise de médicaments, pour les vaccinations, est-ce qu'il y a plus de risques à prendre un avion, voilà,
tout ce genre de petits renseignements, vous pouvez trouver, et entre autres, donc on a ces pictogrammes visuels sur les dépistages. Il y en a un pour la prostate, et voici celui pour la détection précoce du cancer du sein, qui est basé sur la Cochrane. Hein. Donc là, c'est sur 1000 femmes sur 10 ans. Donc vous avez aussi tout de suite, pour un patient, je trouve que c'est tellement intuitif de comprendre les enjeux quand vous avez ce genre de présentation avec les fausses alertes ici, le surdiagnostic illustré là. On a un OAD qui est distribué aux femmes au Royaume-Uni. Donc, c'est des captures d'écran de la brochure auxquelles elles ont accès. Donc, voilà, un petit arbre un petit arbre informatif comme ça. Qu'arrive-t-il à 100 femmes chaque fois qu'elles participent au cancer du sein? Là, les petits pictogrammes dont on parlait. Ici, on illustre donc les surdiagnostics avec les petits bonhommes ou les petites bonnes femmes. Hein. Donc, c'est aussi une présentation très colorée. Après, on peut toujours discuter des chiffres et de l'évaluation qui dépend des experts qui ont fabriqué ces outils, qui dépend aussi des données disponibles dans chaque nation. Mais en tout cas, ces visuels existent ailleurs. Alors en Australie, ça fait longtemps que les Australiens travaillent sur ces sujets. Il y a un grand plan national pour la désescalade, pour la diminution de la surmédicalisation dans ce pays. Donc c'est vraiment un enjeu qui a été pris au sérieux. Donc une capture d'écran, juste pour vous montrer, là aussi, sur diagnostic, symbolisé par les petits points violets. Voilà, comparaison des décès sur 1000 femmes de 50 à 69 ans. Vous avez des diagrammes visuels comme ça. Ici, quelque chose qui est intéressant, les points violets, donc les femmes qui évitent le décès par cancer du sein grâce au dépistage, mais celles qui décèdent malgré et en dépit du dépistage, pour rappeler quand même que quand on vous dit le dépistage sauve les vies, ce n'est pas si évident que ça, puisque malgré des dépistages, des femmes meurent du cancer du sein. Voici encore des visuels, donc en Belgique, là aussi, donc, très très colorés avec plein de petits points de couleur, c'est formidable. Et je vous ai mis une brochure allemande. Donc, il faut savoir qu'en Allemagne, les caisses fédérales d'assurance maladie de chaque Land distribuent une brochure aux femmes. Et ça, c'est intéressant ici, quand vous regardez ce diagramme-là, qui est assez explicatif. On vous explique toujours que le dépistage va augmenter la survie des patients. Et voilà, là, ce petit visuel explique en quoi ça consiste. Ici, sans dépistage, ici, avec dépistage. Pour une femme dont l'espérance de vie est de 65 ans. Le dépistage, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste anticiper le diagnostic. Donc, il avance la date de naissance du cancer de quelques années. Donc, c'est un effet de perspective. Donc, c'est pour montrer aux femmes que la survie augmente certes puisqu'on anticipe la date de naissance du cancer diagnostiqué, mais que ça n'a aucun impact sur la longévité ou sur l'espérance de vie des femmes. Ça, c'est des subtilités qui sont importantes à comprendre, et grâce à des petits visuels comme ça, c'est tout à fait adapté. Alors en France, donc la question, est-ce qu'un OAD, donc outil d'aide à la décision, selon les critères IPDAS, serait-il faisable? Alors qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Donc c'est International Patient Decision Aid Standards, et ce sont là aussi des scientifiques indépendants d'un collectif IPDAS qui a émis une checklist d'items, 74 pour ces outils, qui sont requis pour répondre à l'exigence d'un OAD de qualité. Et pour faire ces OAD de qualité, il faut des données quantifiées qui sont utiles, qui sont exploitables, comme l'incidence des cancers, la mortalité par cancer, la mortalité globale, etc. En effet, un outil de qualité doit éclairer le patient parfaitement sur les caractéristiques positives et négatives de ses choix. Il faut s'assurer qu'il est bien compris pour une décision partagée, c'est à ça qu'on veut arriver. Il faut prendre en compte ces valeurs, encore une fois, ces valeurs, même si elles sont en contradiction avec des faits ou avec nos convictions, il faut les prendre en compte. Il faut lui exposer l'option de ne rien faire. Il faut quantifier les risques et les préjudices qui vont découler de son choix. Il faut que l'OAD présente les sources scientifiques sur lesquelles il se base et utiliser les petits diagrammes visuels dont je vous ai présenté quelques exemples. Alors, gros problème en France, c'est que nous n'avons pas de données nationales fiables, on n'a pas de registre national du cancer, on a ce qu'on appelle le réseau Francim, c'est une synthèse de 14 registres qui couvrent 19 départements français, qui couvrent 24% de la population et à partir desquels les estimations nationales sont faites et généralisées à l'ensemble de la population.
Mais on ne tient pas compte du fait que les populations sont inhomogènes, qu'il y a des disparités socio-démographiques selon les régions, et ces chiffres nationaux ne sont que des projections, il faut les prendre en tant que tels. C'est pour ça que vous verrez sur les sites de l'Institut national du cancer et de l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, des taux d'incidence et de mortalité, souvent, qui ne sont pas exactement superposables, parce qu'ils dépendent de la méthode de calcul de chaque institut. Alors, cette diapo pour vous montrer quand même les choses trappes auxquelles sont soumises les femmes. La manipulation des femmes est un enjeu d'étude, c'est un sujet d'étude parfaitement assumé. Donc, on a trouvé pas mal, en cherchant dans la littérature, d'études comme ça qui ne sont pas tellement publiées dans des revues scientifiques, mais dans des revues économiques ou de santé publique. Et là, en 2020, comme de bien entendu, en est sortie une au mois de juillet, une étude italienne qui s'occupe de savoir comment manipuler de façon efficace les femmes pour les faire mieux participer au dépistage, intitulée « Une expérience de terrain sur le formatage des lettres d'invitation au dépistage ». Alors, quelques petites citations, un vrai florilège. Donc voilà, ils disent dans l'étude, notre lettre d'invitation ne contient aucune information sur les conséquences du dépistage. Nous montrons qu'un message encadré négativement, c'est-à-dire, d'après ce qu'ils expliquent, quand vous expliquez que les conséquences négatives que vous subiriez si vous ne vous soumettiez pas à ce dépistage, en ajoutant des informations bon marché, est susceptible d'améliorer les taux de participation. Donc, c'est vraiment assumé. Il faut limiter la surcharge cognitive des femmes qui ont un plus petit cerveau, comme tout le monde le sait. Et pour finir, donc, la conclusion, cette manipulation, patati patata, permet un effet manipulateur plus important sur des sujets à faible niveau d'éducation, sans expérience de dépistage. Donc, pour vous dire à quel point il faut mettre en garde les femmes, comme quoi c'est vraiment quelque chose d'assumé. A contrario, on a trouvé une étude française en 2016 qui est dirigée par une épidémiologiste. Et là, cela montre que l'aide à la décision donnée aux femmes va réduire le taux de fréquentation et le taux de participation des femmes. Donc, quand on les informe, les femmes ne vont plus se soumettre de façon, sans se poser des questions, à un dépistage. Donc, ils disent, alors c'est un groupe qui s'appelle Décidéo et qui a donné à un panel de femmes un outil appelé Décidéo, dans lequel les données récentes concernant le surdiagnostic et le surtraitement n'ont pas été mises en œuvre. Alors, malgré tout, même avec une information biaisée, minime et complètement faussée, la conclusion, dans ce grand essai clinique randomisé, nous avons observé que l'information donnée grâce à l'aide à la décision Décidéo entraînait une diminution de participation des femmes au dépistage du cancer du sein. Donc, quand on les informe, les femmes avec leur petit cerveau, eh ben, elles arrivent quand même à se poser les bonnes questions et à moins participer aveuglément. Entre-temps, sont sorties de nouvelles études en Australie sur le surdiagnostic et sur les tendances de mortalité. Et là, on voit vraiment que le dépistage ne parvient plus du tout à démontrer son bénéfice. Les auteurs australiens parlent de 30 000 cancers surdiagnostiqués par an en Australie, dont 22% des cancers du sein. On note bien une diminution de mortalité par cancer du sein depuis les années 90. D'autres études d'impact ont déjà été réalisées. Ce déclin n'est pas attribuable au dépistage en aucun cas. Déjà chronologiquement, on voit ce déclin qui est enclenché dans tous les pays, même là où on ne dépiste pas, et bien avant l'instauration des campagnes de dépistage. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu le temps, je peux y aller. Je voulais parler de MyPEBS. Donc, c'est un essai clinique européen qui a été initié l'année dernière, qui a commencé. Donc, c'est pour évaluer une stratégie de dépistage personnalisée basée sur le risque individuel de chaque femme. Donc, on vous calcule votre risque et puis on va se demander, on va vérifier si ce dépistage individualisé basé sur le risque, alors attention, ne serait pas moins bon que le dépistage actuel en tolérant une perte d'efficacité de 25%. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Donc, il faut faire attention comment c'est présenté. On vous dit, on va tester pour voir si le dépistage individuel est mieux. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour voir s'il n'est pas moins bon. En clair, dans le groupe des femmes qui suivront le dépistage habituel, on s'attend à 480 tumeurs de haut grade, donc tumeurs graves, sur les 4 années de l'essai pour 100 000 femmes. Dans le groupe dépistage basé sur le risque, on s'attend on s'attend pas à ce qu'il y en ait moins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais on admet que s'il y en a plus, c'est-à-dire jusqu'à 25% de plus,
c'est-à-dire si on a 600 cancers avancés dans les 4 ans, donc 25% de plus par rapport au groupe standard, on s'arrogera le droit de dire que ce nouveau dépistage est tout à fait acceptable. Ce qui fait que les femmes, à la fin de cette étude, dans 6 ans, elles auront le choix entre un dépistage et un dépistage. Donc là aussi, cet essai se garde bien d'avoir mis au point un groupe témoin, donc sans dépistage, pour avoir une véritable vision du surdiagnostic. Le logiciel de risque n'a aucune validation scientifique, l'information n'est pas correctement donnée aux femmes, et on inclut dans cet essai des femmes dès 40 ans où l'irradiation pour les seins est tout à fait délétère. Alors, pour conclure, c'est très bien cette vision des choses selon laquelle il faut évoluer vers une décision partagée avec les patients. C'est évident. Les choses ne sont plus aussi tranchées que ça paraissait dans les années 60. Le bénéfice du dépistage est très incertain. Les risques, ils sont avérés, ils sont immédiatement détectables en population. Dès que vous dépistez, bim, vous avez tout de suite le surdiagnostic, les surtraitements, les fausses alertes, l'irradiation, le stress, l'angoisse. Tout ça, c'est perceptible. Et quand vous consultez, que vous avez des femmes qui viennent pour le dépistage, cette angoisse, elle est évidente. Il faut accepter l'incertitude et l'option de ne rien faire et partager cette incertitude et cette option de ne faire rien avec le patient. Il faut surtout avoir l'honnêteté de construire au futur des outils d'aide à la décision sans manipuler l'information. On ne pourra en tout cas plus dire à une femme que le dépistage lui sauve la vie. Il faut lui faire comprendre qu'elle peut rentrer dans un parcours de malade qu'elle n'aurait pas connu sans ce dépistage. Il ne faut pas nous crisper chacun sur nos positions. Il faut être honnête, bien informé et au final tenir compte des valeurs et des vécus des patients. Ça, c'est important parce que même si vous expliquez tout et que la patiente, au final, elle vous dit « oui, mais moi, ma cousine, ma soeur, elle est morte, donc je veux faire le dépistage », la discussion s'arrête là. Vous pouvez toujours discuter, mais vous êtes obligé d'accepter le vécu des patientes et c'est ça, cette chose un peu novatrice dans ce trépied de l'EBM où la décision du patient est intégrée. Voilà, je vous remercie.